Bienvenue sur le podcast Objectif Reconversion, produit par le Studio 29. Ici, on parle de reconversion professionnelle, d'évolution de carrière dans un même secteur d'activité, mais aussi de différentes thématiques sur le développement personnel et la santé mentale. J'espère vraiment que le parcours de mes invités vous touchera et vous donnera envie de passer à l'action. Bon épisode et bonne écoute. Salut Thierry, merci d'être venu pour ce podcast Objectif Reconversion. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Avant de démarrer sur ton parcours, sur ta vie, etc., j'aimerais te poser une question. Comment tu définirais ton parcours en un mot? C'est pas une question piège. Ouais, c'est pas une question piège. Comment je le définirais? C'est juste une succession d'expériences, en fait. D'accord. D'expériences de vie. Ok, très bien. Justement, pour rebondir là-dessus, si ça te va, est-ce que ça te dirait de nous expliquer un petit peu ton parcours depuis ta jeune enfance, on va dire, à tes diplômes, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait du coup? On va démarrer par le sport parce que c'est ce que je fais d'habitude. 10 ans en équipe de France d'athlétisme, Jeux Olympiques, il y a bien longtemps. Je suis passé par différentes écoles de commerce, en France, à l'étranger, l'ESSEC, l'ISM, le CNAM, l'ICH. Et actuellement, j'écris une thèse doctorale sur la motivation, l'implication et l'engagement des collaborateurs en entreprise. Ça, c'est, on va dire, le parcours un peu classique. Et ensuite, il y a tout ce que j'ai fait à côté dans le cadre du développement personnel, plus spécifiquement, donc des formations en coaching, enseignant en programmation neurolinguistique, enseignant en hypnose, en analyse transactionnelle, en EFT, plein d'outils autour du développement personnel. Ah oui, effectivement, il y a eu plein de spécialités. Et puis j'en oublie. Donc mon parcours, c'est sport de haut niveau, école de commerce, entrepreneuriat pendant plus de 20 ans dans l'immobilier et la communication. Et depuis 10 ans dans la formation et l'accompagnement. D'accord. Et donc, justement, on va revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu faisais? C'était ta société? Oui, j'étais associé. C'était dans le cadre de la promotion immobilière. J'ai fait ça pendant 20 ans. Puis ensuite, j'ai formé beaucoup d'agents immobiliers, notamment parce qu'à l'INSEC, je dirigeais les programmes en master en immobilier. Donc, beaucoup investi dans le monde de l'immobilier, dans la promotion et dans celui plus large des agences immobilières, on va dire. D'accord, ok. Et après 20 ans, tu as décidé d'arrêter l'immobilier? Oui, j'ai décidé d'arrêter l'immobilier parce que ce qui me passionnait, en fait, c'était véritablement ce que j'aimais faire depuis le début, à savoir accompagner. Et même quand j'étais dans l'immobilier, ce qui me plaisait, c'était la formation, plus que d'être sur des chantiers ou de faire du marketing. Donc, depuis 10 ans, parce que je suis arrivé à l'INSEC il y a 10 ans un petit peu par hasard. Je ne devais pas à Bordeaux notamment, et je devais y rester que 6 mois à Bordeaux. Puis j'ai rencontré le directeur de l'INSEC qui m'a proposé d'intervenir. Et puis voilà, je suis resté un peu plus de 8 ans à l'INSEC. Et puis voilà, quoi. Ah ouais, c'est un beau parcours. Et donc tu as quitté l'INSEC, du coup, tu as arrêté... Depuis un mois. Ah oui, donc c'est tout frais. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai arrêté il y a un mois parce que ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé par hasard sur les réseaux sociaux. C'est mes étudiants à l'INSEC qui me disaient, il faut que tu montres sur les réseaux ce que tu fais avec nous. C'est dingue. Donc un jour, ils m'ont dit, on va te filmer en fait en cours et puis on va mettre ça sur les réseaux. Alors moi au début, je voulais pas parce que je voulais pas. Pas trop à l'aise avec les réseaux. Non, en fait, j'argumentais le fait que j'avais déjà beaucoup de travail, mais en fait, j'avais une peur d'aller sur les réseaux. C'était tout simplement ça. Et comme j'accompagnais des étudiants qui étaient à l'incubateur à l'INSEC, un d'entre eux m'a dit, en fait, tu nous vends quelque chose que tu n'as pas. En gros, d'accord, ils m'ont challengé, tu nous proposes de sortir de notre zone d'habitude, de notre zone de confort, mais toi, tu ne le fais pas. Donc, on va t'accompagner dans cette démarche. Donc, c'était en mars 2022. Eux, ils y croyaient. Et puis en août 2022, il y a une vidéo qui a fait plus d'1 600 000 vues en 24 heures sur TikTok. Et c'est parti de là, en fait. Je me suis retrouvé de TikTok où j'avais, je crois, 80 abonnés à 80 000 en l'espace de 3 semaines. Instagram, j'avais 500 abonnés. En 3 semaines, je suis passé à 100 000. Et donc, c'est passé comme ça a démarré comme ça. Et c'est arrivé ensuite de toutes parts. Donc, j'ai continué à l'INSEC pendant 2 ans. Et là, j'ai à peu près 600 000 personnes sur l'ensemble des réseaux. Donc, je ne peux pas être partout. Et la stratégie maintenant, c'est de développer véritablement de la formation à destination des personnes qui me suivent sur les réseaux, de continuer dans le monde de l'entreprise où j'interviens beaucoup sur des thématiques diverses. Et puis ensuite, je fais beaucoup de coaching individuel auprès d'athlètes de haut niveau, en fait, en France et à l'étranger, et d'entrepreneurs en France et à l'étranger. Ah oui, et donc du coup, tu dois avoir différentes personnes parce que c'est pas forcément pour la même chose que tu les coaches, je suppose. Donc tu dois rencontrer différents sujets. Ouais, alors j'interviens sur 3 secteurs, d'accord? Le sport de haut niveau, l'entreprise et les écoles de commerce, encore où je fais des interventions.
sur des thématiques qui sont quand même autour du développement personnel. Alors, développement personnel, on va me contacter. Typiquement, là, j'ai été contacté ce matin pour donner une formation sur la motivation d'entreprise. Travailler sur la motivation, c'est travailler sur l'individu. Travailler sur l'individu, c'est travailler sur sa régulation émotionnelle. Ouais. Et donc, c'est travailler sur son mindset, sa psychologie. D'accord. Et c'est toi qui rédiges l'ensemble des formations ? Oui, complètement. Mais tu proposes différentes... Enfin, c'est les mêmes formations pour toutes les personnes ou tu les... Non, je vais adapter ensuite par rapport au public. Donc, j'ai une demande qui est spécifique et qui va venir ou du chef d'entreprise ou du service RH. Et on va préparer en fait la formation, le module de formation qui peut se passer sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ou pour certaines entreprises, je suis sur quelque chose de continu sur toute l'année. D'accord. Et comment ça se passe du coup quand tu fais ça pour les... pour les personnes pour qui tu formes, du coup, c'est-à-dire 1 jour, 2 jours, 3 jours, très bien. Mais après, tu as un suivi, comment tu fais ? Pas forcément, ça dépend. Ça dépend des besoins en fait de l'entreprise. Okay. Là, on m'a contacté sur une formation sur la motivation. Ça va durer 2 jours. Spécifiquement, on me demande une intervention de 2 jours. Donc, on va travailler spécifiquement 2 jours sur la motivation. Et je vais faire des liens entre le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, le monde éducatif. Donc voilà en fait. Alors quand je l'explique, ça paraît simple. Mais ensuite à mettre en place, ça demande un peu de travail. Et après c'est mes sujets de prédilection, donc moi je me régale dans ce que je fais. Et justement, est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu t'y prends pour faire une formation c'est quoi tes méthodes ? Mes méthodes, il y en a plein. Mes méthodes, il y en a plein. Alors, comment les résumer ? Ça part d'un besoin, comme je te l'ai dit précédemment. Là, typiquement, la motivation, c'est sur un groupe de managers, 70 managers, dans une entreprise qui est d'envergure internationale et qui considère qu'aujourd'hui, il faut redonner un boost en fait, à l'ensemble des équipes pour créer un petit peu plus de cohésion d'équipe derrière. Donc, on est en train de créer un module. Alors, j'ai déjà plein de modules de prêt, mais que je vais adapter aux besoins de l'entreprise, à son marché. Donc là, on est sur une entreprise qui est dans le domaine de l'ingénierie informatique, sur la France et sur l'international. Donc voilà, donc ça demande en gros une journée de préparation avec le service RH. Ça va, c'est... Pour bien amener la formation. Et puis ensuite, une pré-réunion avec des dirigeants. Et puis après, on va planifier la formation, quoi. D'accord. Et tu es tout seul ? Tu n'es jamais accompagné ? Tu n'es jamais aidé ? Ouais, non, dans mes interventions, je suis tout seul. Donc tu fais tout seul ? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des personnes qui viennent vers moi le font parce qu'elles me voient passer sur les réseaux, tout simplement. Donc je ne fais pas de démarche commerciale. Les gens viennent vers moi, c'est la magie un petit peu des réseaux sociaux. Donc au travers d'1, 2 vidéos, les gens me suivent depuis un moment, donc ils ont vu mon parcours. Typiquement, l'entreprise m'a contacté ce matin, a suivi quand j'étais notamment cet été aux Jeux Olympiques, où j'accompagnais les sportifs de haut niveau que j'avais sur les Jeux Olympiques. Le chef d'entreprise m'a suivi pendant 1 semaine, là, il regardait un peu tout ce que je faisais, et puis voilà, il a dit contacte Thierry Lauré, je pense que c'est peut-être le bon interlocuteur pour ce qu'on veut mettre en place. Voilà comment ça se passe. Ah ouais, donc c'est du bouche à oreille et des réseaux sociaux en fait. C'est ça, ouais, les réseaux sociaux, ça draine quand même beaucoup de personnes. Ouais. Et justement, parce que tu disais que tu avais peur de te montrer sur les réseaux sociaux. Au début, ouais. Ouais, mais comment tu as fait justement pour passer cette peur ? Parce que c'est vrai que c'est... Tu vois, comment j'ai passé cette peur ? D'abord, les étudiants m'ont accompagné. Donc moi, je ne me supportais pas sur les premières vidéos, je ne les regardais même pas. Et puis, quand la première vidéo a marché, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur TikTok, elle a fait 1 600 000 vues. Et le lendemain, la stratégie était rigolote. Ils m'ont dit, tu fais un screenshot du nombre de vues que tu as sur TikTok, tu postes ça sur Instagram et tu dis aux gens sur Instagram qu'ils arrêtent de t'envoyer des messages parce que tu ne peux pas répondre. Et ensuite, Insta a pris le relais. Et sur Instagram, en l'espace de 3 jours, la vidéo a fait 3 millions de vues. Et ensuite, c'est une vidéo qui date de 2 ans, mais qui aujourd'hui, je crois, a 17 ou 18 millions de vues. C'était quoi le sujet de cette vidéo ? J'indiquais dans cette vidéo que le cerveau ne comprenait pas la négation. Ok, c'est intéressant. Un truc... alors, le cerveau comprend la négation, c'était une vidéo qui était un petit peu polémique, et c'est pour ça qu'elle a fonctionné, en fait. Parce que sur les réseaux, souvent, il faut créer un peu de polémique, quoi, et créer du débat. Donc, les gens, ensuite, entre eux, se chamaillent, et c'est ça qui va permettre à l'algorithme de te repérer et de faire remonter la vidéo, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais du coup, après, tu as fait beaucoup de face cam, parce que moi, je vois sur tes réseaux, tu fais quand même beaucoup de vidéos face cam. Au début, beaucoup de vidéos où j'étais filmé en cours. Ensuite, là, en ce moment, je fais beaucoup de face cam. Je vais retourner des vidéos en situation. Là, je suis en train de planifier une formation à Paris sur l'hypnose, notamment. Et celle-là, je vais la filmer en intégralité.
Ok. Voilà. Ah ouais, enfin, parce que moi, je me mets à ta place. Aujourd'hui, je lance la société. J'ai super peur de faire du fast cam. C'est normal. Et ben, grâce à en fait, c'était juste seulement tes élèves qui t'ont aidé à... C'est les élèves qui m'ont aidé, Ouais. donc ils m'ont bien aidé. Donc aujourd'hui, même quand je publie une vidéo, tu vois, des fois je me demande si la vidéo est bien. Elle est jamais bien, la vidéo, au moment où tu vas la poster. Mais les réseaux sociaux, c'est très aléatoire. Il y a 3 jours, j'ai posté une vidéo qui a 1 300 000 vues là, en 3 jours. C'est fou. Je pensais qu'elle n'allait pas fonctionner. Et puis une autre que je pensais super, voilà, elle a fait 100 000 vues. Ouais, donc en fait, c'est vraiment aléatoire. Donc on tu sait vois, jamais. tu sais jamais ce qui va se passer. Et puis petit à petit, j'arrive quand même à me détacher de l'image que je produis sur les réseaux. Je suis aussi passé par une phase où sur les réseaux, c'est un peu difficile parce que tu as les gens qui t'apprécient et ceux qui t'aiment pas. Voilà. Ouais, justement. Donc ça, c'est aussi une phase qui n'est pas évidente. Bon, je suis accompagné pour ça. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup de travail en fait, les réseaux Ouais. sociaux. C'est un travail qui est passionnant, il faut y donner du sens. Mais ensuite, aujourd'hui, c'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux, quel que soit le secteur d'activité, je pense, dans lequel on fonctionne pour se faire connaître, notamment le tien. Ouais, bah, on n'a pas le choix. Et j'accompagne, là, je suis en train de mettre en place un module de formation, notamment, pour accompagner les infopreneurs ou les dirigeants d'entreprise, ceux qui ont un peu de difficulté à aller sur les réseaux parce que c'est pas évident. Voilà. Ah ben, on en reparlera peut-être après, du coup. Et justement, quand tu disais que tu avais peur du fast cam, etc., c'est en t'entraînant, en fait, que tu as réussi à... Ah oui, c'est l'habitude, en fait. Alors moi, je fais de la préparation mentale et j'accompagne les sportifs de haut niveau. Justement, ouais. Je viens du sport de haut niveau. Rien ne résiste à la répétition. C'est par la répétition que tu développes des apprentissages, donc de la confiance en toi. Donc à force de produire des vidéos, eh bien forcément, petit à petit, Ouais. tu es de plus en plus à l'aise, entre guillemets, même si tu as envie de produire quelque chose qui soit le plus professionnel possible. Donc il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais tu commences à avoir un peu plus d'aisance en fait. Et quand tu avais des commentaires, parce que positifs, négatifs, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Voilà, j'en ai encore eu. Tu vois, la vidéo qui a 1 200 000 vues, je regardais là dans le métro. Tu vois les commentaires, je crois que j'ai 750 commentaires. Il y a de tout. Ah ouais, mais tu fais comment? Moi, j'ai peur de ça. Mais je le regarde de moins en moins. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah oui, sinon c'est... Du coup, tu ne leur réponds pas, en fait. Voilà, alors t'essaies de répondre. Au début, je répondais. Ensuite, la plupart des personnes qui t'attaquent, il faut savoir que ce sont des personnes, et sur les réseaux sociaux, c'est des profils qui sont non identifiés. C'est des personnes dont la stratégie, on va dire, un peu personnelle, c'est d'attaquer, pour certaines d'entre elles en tout cas, systématiquement, tous les posts que tu vas faire. Ouais. Donc, il faut vivre avec ça. Hein. On vit tous dans des réalités différentes. On n'est pas tous éduqués et structurés de la même manière au niveau psychologique. Donc, voilà, il faut accepter tout le monde. Ouais, la critique, Voilà, ouais, c'est ça clair. fait partie du jeu. En fait, de toute façon, plus tu t'exposes, plus tu prends le risque d'être vu. Donc. Tu me rassures pas. Mais oui, d'accord, c'est ça. Ouais. C'est Bon, ça. bah, ouais, ok, ça va. Et du coup, tu accompagnes aussi donc, des sportifs de haut niveau. Comment tu les as trouvés? Alors, je sais que tu avais fait du Ouais, alors sport à haut le niveau. sport, ça a été, on va dire, la filière la plus facile, entre guillemets. Je viens, moi, du sport de haut niveau. D'accord, donc 10 ans comme athlète de haut niveau. Donc, c'est un secteur que je connais bien. J'ai commencé à accompagner, il y a une dizaine d'années, des sportifs de haut niveau sur la reconversion professionnelle. Et puis, petit à petit, c'est imposé, enfin, c'est pas imposé, mais est venu naturellement, en fait, d'abord l'accompagnement en préparation mentale, parce que j'étais formé à ça. Et puis maintenant, c'est plus que de la préparation mentale, c'est un travail même qui est thérapeutique, puisque je suis psychopraticien. Donc, en fait, dans mon approche, qui est une approche globale, c'est de quelle manière l'athlète va mettre en place une stratégie qui va lui permettre d'atteindre tous ses objectifs professionnels, privés, parce que la vie privée est concernée, et puis scolaire aussi, parce que pour la plupart, ils sont encore étudiants. D'accord, donc là, c'est des jeunes, en fait, c'est pas des gens... Ouais, les athlètes de haut niveau, actuellement, le plus jeune, il a 17 ans. Ouais. Jusqu'à ce moment, j'ai un combattant là, qui a 38 ans. Oui, donc t'as de tout âge, en fait. C'est ça. D'accord. Et c'est eux qui viennent à toi? Oui. Ah ouais, c'est que de la reco. Ah, c'est que de la recommandation. C'est un top. athlète qui amène un autre athlète, ou c'est des athlètes qui me voient sur les réseaux. Ah ouais, Donc ensuite, ils font des recherches, ils voient mon parcours.
Ah ouais, c'est vraiment dingue en fait. Toi, c'est vraiment les réseaux, le bouche à oreille. Oui, ça fonctionne bien les réseaux, tu vas voir. Hein. J'espère. Et donc là, tu nous disais au tout début, j'ai pas rebondi tout de suite parce que je te laissais un petit peu expliquer ton parcours, que tu étais en train de faire une thèse. Actuellement, ça parle de quoi? C'est pourquoi? Alors, c'est une thèse qui vient dans la suite de tout ce que j'ai pu faire dans le cadre de mes études. Et puis, ça part d'un besoin, en fait. Moi, j'interviens beaucoup en entreprise sur les thématiques autour du leadership, la communication, la cohésion d'équipe, la motivation, la communication intra- ou interpersonnelle. En entreprise, tu dois développer tes champs de compétences. Parce que quand tu fais du coaching ou de la formation, tu es tout le temps confronté à tes limites. Donc, c'est juste un besoin d'acquérir tes compétences complémentaires au travers d'une thématique spécifique qui est celle de la motivation, l'implication et l'engagement des collaborateurs en entreprise, dans leur capacité à produire de la valeur ajoutée. Ouais. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de résultat, pas de bénéfice, donc pas de salaire. C'est clair. Donc en fait, l'idée, c'est de quelle manière aujourd'hui un collaborateur, quand il se lève et qu'il part travailler, il va dans l'entreprise trouver des éléments qui vont lui permettre de donner du sens à ce qu'il fait. Donner du sens à son travail, mais aussi donner du sens à sa vie, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc mes interventions, c'est dans le cadre de cette approche et qui pourrait être juste spécifique, dans cette approche qui pourrait être juste spécifique, on va avoir une approche globale qui part de l'individu, qui lui-même est dans un système qui s'appelle l'entreprise. Et moi, quand j'interviens en entreprise, notamment par exemple sur des missions de consultant, l'idée c'est d'identifier dans l'entreprise quels sont les dysfonctionnements. Okay. Voilà. Parce que l'entreprise est un système qui est en dysfonctionnement permanent. L'équilibre n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est identifier les dysfonctionnements et puis pouvoir les corriger. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Moi, j'ai bien compris. Okay. Et justement, pour la thèse, donc, tu travailles dans une école aux États-Unis. Alors je fais ça en collaboration avec l'IFG, qui est une filiale du groupe Omnes Éducation, qui a plusieurs écoles, dont l'INSEC, l'IFG, et en partenariat avec l'Université de Washington, Georgetown University. D'accord. Et ça, tu les as trouvés comment, en fait, ces contacts-là? Ah non, l'école, je l'ai trouvée parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu ailles plus loin dans ton travail de recherche. Donc, on va dire de manière naturelle, je suis parti vers une école qui était dans le groupe dans lequel j'intervenais. Ensuite, j'ai vu ce qui était mis en place en termes de contenu et d'accompagnement, et notamment avec l'Université de Washington. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce qu'à Washington, je rencontre des chercheurs, notamment américains, qui sont très pointus dans ce domaine. Ouais. Donc c'est super sympa en fait de mettre en place ce travail, en fait qui est juste un travail de nourriture intellectuelle dans un cadre spécifique qui est celui de la recherche, donc c'est plutôt sympa. Et l'idée de ces travaux de recherche ensuite, ça va être d'en faire un petit bouquin, un deuxième, ça sera mon deuxième livre, et pourquoi pas de modéliser une approche qui serait celle de la motivation et de l'implication des collaborateurs en entreprise au travers de mes travaux de recherche. Ok, ah oui. Et donc justement, tu peux nous parler de ton premier livre ? Ah, mon premier livre. On n'en a pas parlé. Mon premier livre qui est sorti au mois de mars sur le dépouillement personnel. Ouais. Alors, c'est quoi le dépouillement personnel ? Les personnes qui viennent me voir aujourd'hui sont des personnes qui veulent rajouter des compétences, on va dire intrapersonnelles, sur des compétences qu'elles ont déjà. Donc, typiquement, on va rajouter des compétences sur ce qu'on appelle des fondations. Tu as travaillé dans l'immobilier, je travaille dans l'immobilier. Quand tu veux rajouter un étage sur un immeuble, la première chose à faire, c'est d'aller voir si les fondations sont solides. Ouais. Donc, l'idée du dépouillement personnel, c'est de revenir aux fondations, de qui on est. Donc, c'est de se déconstruire de tout ce qui nous a construit, à savoir notre système de valeurs, notre système de croyances, qu'on a mis en place notamment durant notre enfance. Et pour certains d'entre nous, en tout cas les personnes qui viennent me voir ou en formation, ce sont des personnes qui à un moment donné sont un peu bloquées dans leur vie. Okay. Tu vois, c'est tirer un objectif à atteindre et puis des résultats que je souhaite obtenir. Il y a une partie de moi le matin qui se lève et qui a envie d'y aller, et puis une partie de moi qui me dit je préfère pas bouger. Okay. D'accord. Donc là, en fait, on va vite identifier ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et l'idée de ce livre, qui est en fait un peu quelque part mon approche en termes d'accompagnement qui est plutôt holistique, c'est d'amener des outils. Alors c'est déjà d'amener une approche globale qui est holistique, à savoir mon approche à moi, elle est philosophique, psychologique, neuroscientifique, épigénétique, enfin plein d'éléments, plein d'approches, de cadres théoriques auxquels je me forme en permanence. Et ensuite, au travers de ce cadre théorique, j'ai des outils spécifiques.
Donc, c'est de permettre aux personnes, en fait, d'avoir une approche globale qui va leur permettre de revenir à qui elles étaient presque au moment où elles sont nées. Et on va partir de quoi? On va partir du cœur et de la respiration et du système nerveux. Ah ouais, c'est vraiment c'est de la psychologie tout ça, c'est C'est du la bien-être. c'est du bien-être, c'est exactement ça, c'est du Ouais. bien-être. Mais tu vois, si aujourd'hui tu es dans un projet entrepreneurial, tout à l'heure tu m'as dit faire du fast cam pour moi, c'est peut-être pas évident pour le moment. C'est pas ouais. Donc c'est relié à quoi? À des peurs. Derrière une peur, il y a un besoin, il y a le besoin d'être rassuré. De quelle manière aujourd'hui tu pourrais te rassurer sur ce que tu vas mettre en place? Et très rapidement, on va se rendre compte, peut-être, et je dis bien peut-être, il n'y a pas de vérité, que dans tes blocages, bien évidemment, pour certains, ils sont d'ordre psychologique, bien évidemment. On va commencer par travailler sur ça. De quoi tu as peur, en fait? Quel est le risque que tu prends en te mettant face à une caméra? C'est quoi le risque? Le regard des autres. Voilà, tu vois. Donc, c'est le regard des autres. Quand on est sur le regard des autres, on va travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. L'image de soi, c'est l'image que je pense envoyer et ce que les autres vont me renvoyer. Ouais. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le réseau. Je fais une vidéo qui est plutôt sympa, je suis content de mon travail, et pourtant, il y a des gens qui me critiquent, violemment. Et là, je ne comprends pas. Si tu n'as pas travaillé sur toi, ça va être super difficile, parce que tu vas prendre les choses pour toi. Donc, l'accompagnement, c'est ça, le travail thérapeutique, c'est ça, le coaching, c'est ça. C'est à un moment donné, arriver à mettre de la distance entre ce que les gens te renvoient et qui tu es vraiment. Ah ouais, c'est faux. Voilà. Et mais t'es jamais fatigué avec tout ce que tu fais? Parce que là, quand tu me racontes tout ça, j'ai l'impression que tu fais 15 000 choses à la fois. Ça demande beaucoup d'hygiène de vie. Tu vois, hier, j'ai eu une journée plutôt chargée. Je voulais me coucher... alors moi, je me couche tôt, je suis un couche-tôt. Hein. Ah. Je me couche généralement à 22h maximum parce que je me lève à 4h, 4h30 le matin. Pourquoi faire? À 4h, 4h30, pourquoi faire? Pour mettre en place mes routines matinales. C'est-à-dire moi, le matin, quand je me réveille, je vais faire 20 minutes de respiration consciente. Okay. D'accord? Pour calmer mon système nerveux. Ça passe notamment par de la cohérence cardiaque et d'autres exercices de respiration. Ensuite, je vais faire de la méditation. 5 à 10 minutes. Je vais me poser. Et la méditation, ça permet quoi? De prendre conscience des pensées qui te préoccupent. Donc, en gros, je vais commencer à penser à ma journée. Et là, quand je pense à ma journée, je commence à être perturbé parce que je me dis, tu as beaucoup de choses à faire. D'accord. J'imagine. Hein. Comment tu vas faire? Donc, je vais noter, en fait, sur une feuille de papier ce qui me préoccupe. Et ensuite, je vais me projeter pendant 10 à 15 minutes sur un travail de visualisation, d'imagerie motrice, pour être beaucoup plus spécifique, que je fais avec de l'auto-hypnose. Et je vais imaginer ma journée. Je vais dire à mon cerveau, voilà, de quelle manière va se passer ta journée. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Donc là, quand je vous vois, je vous ai vu ce matin déjà, je vous ai imaginé. Et je vais dire à mon cerveau, voilà ta journée, comment elle va se dérouler. Par contre, à un moment donné dans ta journée, ou plusieurs fois dans ta journée, il y a des choses qui vont venir te perturber. Ça ne va pas se passer comme tu l'avais prévu. Ah oui, forcément, c'est jamais tout lisse. Donc, au niveau émotionnel, tu risques d'être perturbé. Et l'idée, c'est de mettre de la conscience sur ça. C'est qu'à chaque fois que je suis perturbé, comment je vais pouvoir m'adapter différemment aux choses qui me perturbent. Ça, c'est un travail de développement personnel. Mais c'est aussi un travail d'adaptation, de développement de ta cognition et de ton corps dans l'environnement. Donc, le matin, donc, je fais ça. Donc, ça me prend, 20, 30, à peu près 45 minutes. Ouais, mais il n'est même pas 6h du matin que tu as déjà fini. Tu fais quoi après? Donc, alors, ça, généralement, là, j'arrive à 5h du matin. Ok. De 5h à 6h, je vais traiter mes mails le matin, parce que sinon, après, à 6h, quand je suis notamment à Bordeaux, parce que c'est ma base, je vais à la salle de sport jusqu'à 7h, 7h15. Petite douche, puis après, j'attaque ma journée, quoi. Ah oui, c'est normal qu'à 22h, tu sois fatigué. Hein. Voilà. Donc, après, quand je suis en déplacement, je suis aussi souvent en déplacement. Hier soir, j'ai eu un repas. Et je me suis couché à 23h30, ce qui pour moi est tard. Hein. Mais du coup, ça m'a perturbé, tu vois. Ce matin, je me suis réveillé un peu plus tard, à 6h, un petit peu fatigué. J'ai quand même fait mes routines. Et puis voilà, je me suis mis sur ma mail et puis j'ai pris le métro pour venir vous voir. Ah ouais. En fait, tu as toujours une routine sportive, en fait. Ça... Oui. C'est en toi, ça? Ouais, c'est pas. Oui, alors c'est pas une routine sportive, c'est une routine. Pour moi, oui. C'est une routine de bien-être. Ouais. Donc ma journée se déroule là. Je reprends le train à 14h, non à 17h, je reprends le train parce qu'après j'ai un coaching à la gare. Et ce soir, je vais faire ce qu'on appelle du feedback avant de me coucher. Je vais refaire de la respiration pour calmer mon système nerveux. Et puis pour identifier ce que j'ai fait de bien, de très bien dans la journée, ce que je dois améliorer pour le lendemain. Ah ouais. Et ça, tu fais ça tous les jours?
tous les jours. Il n'y a pas un jour que tu le fais pas? Non, parce que c'est devenu une routine, une habitude dans laquelle j'ai créé un cadre. C'est un cadre de sécurité. En fait, on a tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. Donc, les sportifs de haut niveau travaillent de cette manière. Les chefs d'entreprise, moi, que je récupère en coaching individuel, mettent en place aussi ce type de routine. Parce qu'ils sont dans la performance. Tu es dans la performance. Oui, c'est un peu du sport. L'idée, c'est que ton projet entrepreneurial réussisse. Pour qu'il réussisse, tu vas mettre en place une stratégie que tu vas échelonner dans le temps. Je pense que tu as des échéances que tu as envie d'atteindre. Et au travers de cette stratégie, de ces échéances, tu vas devoir développer des compétences techniques, opérationnelles, qui sont vraiment liées à ton métier, et puis individuelles sur toi. Ta capacité à gérer tes émotions, ton stress, ton anxiété. Parce que mieux tu es avec toi, mieux tu es avec les autres. Oui, ça c'est sûr. Mieux on est soi-même, mieux on est avec les autres. Ouais. Bon, du coup, je dois me lever à 4h du matin maintenant. Non, tu n'es pas obligé de te lever à 4h. Après, c'est à adapter, bien évidemment, à ton mode de vie et à ton secteur d'activité. Ouais. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui se lèvent à 8h le matin. Voilà, mais qui vont se coucher à 22h ou 23h. Oui, ça dépend après. Donc, ça dépend, en fait. Donc, on va adapter tout ça, leur mode de vie, à ce qu'ils font dans leur journée. L'idée, en fait, si tu veux, c'est que si tu veux aujourd'hui être plutôt bien dans ce que tu fais, la chose dont tu as besoin le matin quand tu te réveilles, c'est d'avoir de l'énergie. Sans énergie, tu vas nulle part. Oui, c'est clair. Donc, de quelle manière tu vas mettre en place un cadre qui va te permettre d'avoir l'énergie dont tu as besoin au quotidien pour être sereine dans l'atteinte de tes objectifs. Ah ouais, c'est vraiment du coaching, développement personnel à fond. Ouais, alors développement personnel, c'est du coaching, d'accord. Moi, je suis dans une approche qui est celle, en fait, de la... Alors, c'est un cadre théorique dans les sciences cognitives qui s'appelle la cognition incarnée. Ton cerveau est dans un corps. Ton corps est en mouvement dans des environnements. Et c'est dans le cadre du mouvement et de ces environnements que tu vas développer des connaissances et des apprentissages. Dans le corps et l'esprit sont reliés en permanence. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc des fois, ton cerveau va produire des pensées qui vont agir sur tes comportements. Et à l'inverse, ton corps, des fois, va produire des comportements qui vont agir sur tes pensées. Avec un axe central qui est celui du système nerveux, qui est lui-même régulé par la respiration. J'apprends plein de choses avec toi. et du coup, toi, parce que là, quand moi je te vois en tout cas, après je te connais pas personnellement, t'as jamais l'air stressé. Mais jamais, t'as l'air très posé, très... J'ai l'air posé, là? Ah ouais, franchement, moi je trouve. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de speed quand même, d'accord? Non, mais quand tu parles, en fait, t'es très posé, Et j'ai appris. Ah, ok. D'accord, j'ai appris à l'être et c'est un travail quotidien, il faut que tu saches ça. Souvent, tu vois, les personnes vont me dire « Thierry, t'es posé, t'es pas stressé. Quand t'es en conférence, t'as l'air super détendu, de bien maîtriser. » Ça, c'est ce qu'on voit. Ouais, au final, mais tout ça, ça demande juste de la préparation. Donc, c'est comme le sportif qui est champion olympique, tu vois. Ce qu'on voit pas, c'est tout ce qu'il a mis en place au niveau de l'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est juste ça. Et dans ce que tu me disais tout à l'heure, mais c'est ça, en fait. Je pense que dans ce que tu vas devoir, toi, à un moment donné, peut-être appréhender, c'est les outils dont tu vas avoir besoin. Un, pour être de plus en plus à l'aise devant la caméra, et ensuite, au travers de ton projet, développer les compétences dont tu as besoin, qui sont d'abord des compétences personnelles. D'accord ? Tu vois, tu es dans la formation. Tu vas accompagner des personnes dans la reconversion professionnelle, je pense, ou dans des bilans de compétences. Moi, j'ai fait pas mal de bilans de compétences. J'étais aussi dans cette démarche. J'ai utilisé beaucoup de tests de personnalité, tu vois. Donc, bon, je suis revenu de plein de choses. C'est un peu normal parce que j'ai beaucoup de pratique. J'ai aucun conseil à te donner, bien évidemment. Mais ce qui est important, à chaque fois, quand tu vas avoir en face de toi, en tout cas, c'est ce que je pense moi, une personne qui est là et qui va te parler de son projet, c'est à un moment donné arriver à la recentrer sur qui elle est, elle, vraiment, et dans ce qu'elle vit, elle, au quotidien, et des difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Et si tu arrives à avoir les bons outils pour bien l'accompagner, tu vas te rendre compte très rapidement que tu vas être obligé de prendre en compte son parcours, sa vie, son enfance, et tous les blocages sont là. Parce qu'en reconversion professionnelle, souvent, tu as des personnes, elles ont peur, en fait, tout simplement. Tu vois. Elles ont peur de changer de métier parce que le cerveau a horreur du vide. Parce que le cerveau, le corps, comme je l'ai dit précédemment, même quand tu es dans une zone qui est inconfortable, il préfère rester dans une zone inconfortable que d'aller dans une zone d'incertitude. D'accord ? Donc, tu dois le préparer à ça.
le projeter vers ça. Et la préparation mentale, notamment, ce que je fais avec les sportifs, c'est ça. Mais avec les chefs d'entreprise aussi, c'est ça. Là, j'ai des sportifs qui ont terminé Paris 2024, qui préparent Los Angeles 2028 et qui se projettent déjà, pour certains en espérant être champion olympique. Et donc, ils ont mis en place déjà un rétro-planning. Voilà où je veux être en 2028, en 2027, en 2026, en 2025, en 2024. Ouais. Donc, on travaille comme ça, en fait. Et ensuite, tu vas être où en fin 2024 ? Là, on est en novembre. Moi, j'ai des sportifs qui, dans leur agenda, ont indiqué précisément où ils voulaient être à fin novembre 2024. Et plus tu vas donner d'informations, plus tu vas nourrir ton cerveau au niveau de ta stratégie sur les actions que tu dois mettre en place pour te rapprocher de ton objectif, plus tu crées une forme de certitude qui va venir, du coup, mettre en place et te permettre de développer de la sérénité dans ce que tu fais au quotidien. Ah ouais, c'est trop intéressant. J'apprends vraiment plein de choses. Tu vois, l'idée, par exemple, là on est en train de faire, ce podcast qui est super sympa, vraiment. Je vous remercie. Ouais, c'est gentil. Ce que tu pourrais faire ce soir, c'est te dire, en regardant les vidéos, je vais m'observer parce qu'on n'aime pas se regarder. Ah non, je déteste. Voilà, mais tu vas devoir passer par ce travail. Moi, je n'aimais pas non plus au début. C'est à un moment donné, t'observer, mais t'observer avec de la bienveillance, avec de la sagesse. Comme si t'observais la petite fille que tu étais et en te disant, je vais l'accompagner dans ce qu'elle est en train de mettre en place. Et donc de lui dire, tu vois, aujourd'hui, là, dans l'interview que tu as réalisée avec Thierry, voilà ce que tu as fait de bien et de très bien, voilà ce qui te reste à améliorer. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer d'y travailler. C'est pas facile de se regarder, mais je vais essayer. Mais moi, le podcast, quand je veux le voir, c'est ce que je vais faire, en fait. Ah ouais? Ben oui. Ah, tu fais ça à chaque fois que... Oui, mais c'est normal, ouais. Ah ouais? Okay. Ben ouais, il faut être dans cette démarche, et sinon t'en paniques tout le temps. Tu vois, parce que si tu veux relever tes challenges, t'en paniques tout le temps. Ouais, donc clair. Voilà, donc je sais plus où on était, on était parti du livre. Du livre, ouais. Du livre, on est parti à plein de thèmes. Après, il faut me canaliser. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et justement, parce que t'arrives quand même à avoir des moments pour toi, de ta vie personnelle. Enfin, je sais pas, parce que j'ai l'impression que tu travailles tout le temps. Ça, c'est la vraie question. Si ma psy était là, on dirait ma psy. Ah bon, non, parce que... Ouais, je travaille tout le temps. Je travaille 7 jours sur 7. Oh, justement. Mais du coup, je ne travaille pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est une passion. Ouais, je n'ai pas le sentiment de travailler. Ouais. Donc, j'ai peut-être cette chance de développer des activités qui me passionnent. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Voilà. Donc, j'ai du temps pour moi. Ouais. Mais en fait, je pensais que j'avais du temps pour moi et que je dégageais du temps pour moi. Si ma psy était là, elle te dirait non. En fait. Non, tu dégages du temps pour les autres, en fait. Ouais, je dégage beaucoup de temps. Ouais, pour moi et pour les autres. Mais on a plusieurs domaines de vie. Vie privée, vie sociale, vie professionnelle, vie sportive. Donc forcément, il y a des domaines de vie, on va dire, qui sont plus ou moins équilibrés par rapport à d'autres. Ouais, j'imagine. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre. L'équilibre parfait, je ne sais pas s'il existe. C'est propre à chacun pour moi. Donc je m'épanouis au travers de ce que je fais, mais c'est vrai que des fois, je me rends bien compte que je suis en carence sur d'autres choses. Mais ça fait partie après de mon travail personnel. Ouais. Ok, écoute, si t'es heureux comme ça, alors c'est le principal. Ouais, heureux, c'est la quête, ça. Est-ce que je suis heureux? C'est la bonne question. Tu vois, le matin, quand tu te lèves, c'est la bonne question. C'est pour ça qu'au travers des besoins que tu couvres, tu dois donner du sens à ce que tu fais. Voilà. Mais après, c'est un questionnement qui est permanent, en fait. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est véritablement ce que je veux faire? Des fois, je me pose la question. Ouais. C'est normal. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Et moi, j'ai une question à te poser parce que tu as toujours fait de l'entrepreneuriat, du coup. Ouais. Et tu n'as jamais eu peur de ça? Parce que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur. Toi, tu n'as jamais eu cette peur? Non, mais il faut être encadré, tout simplement. Il faut, de la même manière, on dit, tu vois, que tu as la moyenne des croyances des personnes qui t'entourent. Donc, si tu es entouré de personnes qui te disent que c'est prendre des risques, que tu ne vas pas réussir, et que tu ferais bien de rester là où tu es, parce qu'elles-mêmes le font, elles sont en incapacité de prendre des risques, ça va être difficile pour toi de passer à autre chose. Si à l'inverse, tu es entouré de personnes qui sont dans cette dynamique, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Et moi, dans le coaching, c'est ce que j'observe tout le temps, en fait. Les personnes sont bloquées parce qu'elles sont bloquées dans des environnements. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. La condition incarnée, c'est mon cerveau qui est dans un corps et mon corps est dans un espace, dans un environnement. Souvent, si tu veux... modifier tes comportements, tu vas devoir les faire au travers d'un environnement qui va être différent. Ah ouais, mais ça c'est dur. Hein, Pourquoi? Ça doit être dur quand même. Moi j'aurais du mal à changer d'environnement. Imagine que tu commencerais par quoi? Moi là, tout de suite? Pour être mieux. Dans l'environnement dans lequel tu es en ce moment,
Ouais. qui est déjà un bon environnement quand même. Oui, je suis bien entourée. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus ou de mieux qui te permettrait d'être plus sereine dans ce que tu es en train de développer au travers de ton projet? Pour moi, hein, personnellement, du temps pour moi. Du temps pour J'ai toi? pas de temps, en fait. T'as pas J'ai de temps. l'impression je travaille et le soir, je rentre tard et donc du coup, je suis fatiguée et j'ai pas envie de D'accord. faire plus de choses que ça. D'accord, ok. Donc, tu as des carences par ailleurs. Tu aimerais faire des choses par ailleurs que tu n'arrives pas à faire. Ouais. Donc ça, tu vois, ça pourrait par exemple impacter ton projet entrepreneurial. Ouais, c'est vrai. Je fais une séance de psy, moi. Pourquoi ça pourrait, à un moment donné, bloquer ton projet? Parce que tu vas te poser la question de savoir si véritablement le projet que tu mènes est le bon projet, parce qu'il te prend du temps par ailleurs. Donc ça veut dire qu'en termes de besoins, tu as d'autres besoins à couvrir que celui dans lequel tu es dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est à identifier tout de suite, c'est à conscientiser. Et ensuite, une fois que tu l'as conscientisé, ça va un petit peu mieux déjà. Et ensuite, tu vas réorienter ta stratégie entrepreneuriale au travers de tes besoins. Et ça va t'amener plus de sérénité, tu vas organiser ton temps différemment, tu vas optimiser ton énergie différemment et tu vas être rapidement mieux. C'est du coaching, ça. Moi, c'est ce que je fais avec les chefs d'entreprise, en fait. Hein, qui sont dans la même dynamique que la tienne. Hein. Je vais te contacter, Thierry, après, du coup. On va prendre un petit créneau ensemble. Et du coup, qu'est-ce que nous, on pourrait te souhaiter pour la suite? J'ai l'impression que je pose des questions pièges avec ta tête. Non, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite? La santé. C'est véritablement, tu vois, on m'a posé la question différemment hier. La suite, c'est la santé. Si tu n'es pas en bonne forme, mentale et physique, tu peux absolument rien faire, en fait. Assis dans ton canapé, tu peux faire des choses, mais tu ne peux pas te mouvoir. Donc, si tu ne peux pas te mouvoir, si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas mener à bien tous les projets que tu as. Il y a même une personne hier qui m'a dit, imagine que ta vie terrestre est terminée, tu arrives au paradis et tu vois Jésus, qu'est-ce qu'il pourrait te souhaiter? J'ai répondu la chose suivante, qu'il me dise que ça va bien se passer. Ah ouais, ok, t'as raison. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, tu vois. On ne sait pas. Ça va bien se passer. Donc c'est ça. Et quand tu es dans des environnements, moi j'ai la chance d'être dans des environnements entouré de personnes, parce que je suis comme toi, je doute tout le temps, tu vois. Là j'étais à Washington avec des chercheurs. Dans mes travaux de recherche, j'étais un petit peu en galère. Pas en galère, parce que ça demande un cadre, ça demande des procédures bien particulières. Et tu n'es pas tout le temps dedans, souvent tu vas sortir du cadre. Donc leur objectif à eux, c'est de te ramener dans le cadre. Et donc des fois, tu vas dire, je ne vais pas y arriver, tu vois. Et puis ils te disent, mais Thierry, c'est juste un petit obstacle que tu vas franchir sans aucune difficulté, parce qu'on l'a fait avant toi, donc tout va bien se passer. Reste juste dans le processus et tout va bien se passer. Et ça, c'est hyper rassurant, en fait. Ah oui, c'est clair. On a une solution à tout. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut que tu sois entouré de personnes. Alors toi, tu l'es par ta famille, ça fait longtemps que tu es dans cette dynamique. Il faut que tu arrives juste à identifier peut-être, parce que peut-être que tu as déjà tout, mais peut-être les choses complémentaires qu'il te faudrait pour être encore mieux et plus sereine. Non, je pense que pour moi, je pense qu'il manque toujours des choses on peut tous s'améliorer. Rien n'est parfait. Donc, je vais prendre du temps pour moi, du coup. Et l'idée du podcast, c'est que c'est seulement des questions que toi, tu me poses à moi. Ça peut être les deux. Hein. Si tu veux me faire une séance, vas-y. Hein. Non, parce que ce qui m'intéresse là, parce que c'est pas tout le temps le cas. Alors déjà, tu es passé par une école. Oui, c'est vrai. Qu'on connaît bien, d'accord. Oui, puisque j'ai dirigé des programmes master à l'INSEC, mais et tu vas te lancer dans le milieu de la formation, ou de la reconversion professionnelle. Donc on est sur un marché qui est le même en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette idée? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller véritablement sur ce secteur particulier qui est celui du bilan de compétences et de la reconversion professionnelle? Alors, tout simplement, depuis petite, je suis beaucoup dans le social. J'adore aider les autres, leur trouver des solutions. Généralement, en fait, moi, je manque de confiance en moi. Mais les personnes qui manquent de confiance en eux, je fais en sorte, moi, de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils se sentent bien. En fait, ma priorité, c'est le bien-être des autres avant le mien. Tu vois, un peu. Et donc, du coup, le fait de faire des bilans de compétences, déjà, j'adore les ressources humaines. Enfin, voilà. Aider, comme je t'ai dit, j'adore aider les gens. Et je me dis, généralement, ceux qui font des bilans, alors c'est pas forcément pour des burn-out, des choses comme ça, attention, hein, mais c'est parce que peut-être qu'ils sont perdus, peut-être qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, en fait. C'est ça que j'aime le plus. Et former les gens... alors, attention, je me verrais pas enseignante, par exemple.
parce qu'il faut beaucoup de patience. Je sais. C'est pas forcément ma qualité principale, j'ai envie de dire. Mais par contre, voir en fait le bonheur des autres dans leurs yeux, c'est ce qui m'anime le plus et ce qui me rend le plus heureuse en fait. Ok. Alors, c'est intéressant dans tout ce que tu me dis là. On va pas faire une thérapie en live parce que c'est pas du tout l'objectif. Non. Mais tu vois, moi, je travaille beaucoup avec notamment des DRH ou avec des professionnels de l'accompagnement et de la formation. Moi, j'ai compris une chose, c'est que si tu veux bien accompagner les autres, il faut déjà que toi, tu sois en capacité de bien t'accompagner toi-même. Donc, si tu veux donner confiance aux autres, il faut que tu arrives toi-même à développer une bonne confiance en toi. C'est quoi pour toi la confiance en soi? Si tu devais me donner une définition. C'est bien se sentir mentalement, physiquement, tout simplement. Ok. Pour moi, en tout cas, après... Alors moi, je dis que la confiance en soi, c'est la capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. Ah ouais. Bah, j'en suis pas encore là. Et c'est ça que j'essaie de transmettre en fait aux personnes que j'accompagne, tu vois. Parce que toutes ces personnes qui vont venir te voir, c'est dans ce schéma qu'elles sont. Elles ont l'impression qu'elles vont pas trouver de solution. Ou que la solution, ben, elles la voient pas. Et même quand elles l'ont trouvée, parce qu'au travers de ton accompagnement, elles vont trouver des solutions, tu vois. Tu vas leur proposer des pistes de réflexion, tu vas leur proposer des formations. Pour certaines, elles vont passer le cap. Et pour d'autres, elles vont pas arriver à passer le cap. Et c'est là où tu pourrais rencontrer de la frustration, tu vois, quand tu es accompagnant. C'est sûr. Tu vas les amener, tu vas amener de la lucidité, des intelligences nouvelles autour de ce qu'elles sont en train de mettre en place. Et des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à se mettre en action. Voilà. Et moi, j'interviens vraiment sur ça, moi, sur l'action. Comment la personne va se mettre en action ou pas. De quelle manière elle va prendre la décision, elle ne va pas la prendre. Alors même qu'elle a tous les outils pour le faire. Ouais, mais des fois, il suffit d'un petit truc. Et voilà, il suffit d'un petit truc. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais déjà fait des bilans de compétences pour des individus. Tu peux m'expliquer déjà pour toi, qu'est-ce que c'est un bilan de compétences ? Alors, un bilan de compétences. Alors, les personnes que je recevais, ce sont des personnes qui, à un moment donné, voulaient changer de métier, en fait, d'accord, dans ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Donc, pour changer de métier, souvent, c'est développer des compétences complémentaires. Donc, un bilan de compétences, c'est déjà faire le bilan des compétences que tu as acquises. Ensuite, au travers de tests, différents tests, on va pouvoir arriver à identifier quels sont les secteurs, a priori, d'activité sur lesquels tu pourrais te projeter. On va identifier notamment, par exemple, tes talents. Quels sont tes talents ? Alors moi, je l'ai vu là, et je le vois encore, ça, tu vois, avec des personnes qui... par exemple, là, en formation, tout dernièrement, il y a un mois, dans une de mes formations, et j'avais une dame, médecin, ça faisait 17 ans qu'elle était médecin généraliste. Je l'ai accompagnée en coaching, elle est venue en formation, ensuite je l'ai accompagnée en coaching pendant 6 mois. On n'a pas fait un bilan de compétences, mais au travers de l'accompagnement, à un moment donné, je l'ai fait travailler sur ses talents, ses besoins, ses valeurs, ses croyances, ses talents. Et elle a décidé il y a un mois d'arrêter son métier. Parce qu'elle me dit, moi ça fait 17 ans que je suis médecin généraliste, je ne me suis jamais éclaté dans ce que je le faisais parce que dans ma famille, en fait, on est médecin depuis 3 générations. Donc j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Elle arrête son métier de médecin généraliste, elle va se lancer dans le métier de l'accompagnement et du coaching. Ah oui, c'est grâce à toi en fait. Ah, ouais, grâce à moi. Tu lui as donné envie. Oui, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, au travers de ce qu'on a mis en place, elle s'est découvert autre chose. Elle m'a vu intervenir dans les groupes en coaching, et à un moment donné, elle me dit, moi c'est ça que j'aimerais faire, plutôt que juste délivrer des ordonnances. Ben, je lui ai dit, on va mettre en place une stratégie d'accompagnement pour voir si effectivement tu as des qualités, des compétences peut-être que tu pourrais développer qui te permettraient d'aller vers ce métier. Et très rapidement, on a vu que oui, en fait. Et donc voilà, donc, tu vois, c'est ça un bilan de compétences. Okay. Ensuite, elle s'est à un moment donné retrouvée confrontée. De quelle manière je vais arrêter ma carrière de médecin pour ensuite basculer dans celle de l'accompagnement, du coaching. Bon, elle veut aller dans plein de thématiques. Donc, elle a dû prendre une décision. Ouais. D'accord ? Et comme je te l'ai dit précédemment, prendre une décision, c'est quelque chose de pas évident. Parce que dans la prise de décision, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. Il y a des éléments que tu arrives à conscientiser et d'autres que tu ne vas pas forcément conscientiser tout de suite. Dans la prise de décision, souvent, les personnes vont te parler de l'intuition. Alors l'intuition, il y a plein de définitions autour de l'intuition. Moi, j'ai écrit un petit article sur l'intuition dans lequel il y a une approche philosophique, psychologique, phénoménologique. Il y a plein de manières d'apprendre l'intuition, mais l'intuition, quelque part, pour synthétiser, pour faire très simple, parce que mes copains neuroscientifiques, s'ils m'écoutent, ils vont me saccager, sinon, c'est une forme d'apprentissage.
Donc, à un moment donné, quand je décide de prendre une décision, je le fais quand même au travers de ce que j'ai déjà vécu. Alors, pour te donner un exemple, moi, on m'a proposé, il y a quelque temps, d'intervenir dans un spectacle de développement personnel à Paris, le 21 juin, dans lequel je vais devoir embarquer dans une expérience hypnotique 3000 personnes. Ce que j'ai déjà fait devant 800 000 personnes. Mais là, l'enjeu est différent. Donc, quand on m'a proposé l'expérience, tout de suite, ça a généré chez moi quoi ? Une peur. Bah, j'imagine. Donc, la peur, elle est d'abord psychologique. Des blocages. Mon cerveau me dit, Thierry, c'est pas possible. Et ensuite, c'est physiologique, parce que la peur, c'est une émotion. Et tu vas le ressentir au niveau de ton cœur, notamment par une accélération du rythme cardiaque. Produit elle-même cette accélération par de la noradrénaline. Ok, mais on n'ira pas plus loin. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, tu as ce qu'on appelle un mécanisme de défense qui vient te bloquer. Si tu n'as pas de connaissances un petit peu autour de la psychologie et de la physiologie, tu pourrais rester bloqué. Ah ouais. Alors, tu bouges plus, tu dis voilà. T'es tétanisé. T'es tétanisé, ça s'est régulé notamment par ton nerf vague. Alors je vais pas aller encore plus loin dans la démarche, mais tu vas te retrouver dans une posture d'inhibition. Tu es bloqué, c'est une peur qui te bloque. Donc de quelle manière, à un moment donné, je me dis que ce qu'on me propose, ça pourrait être bien pour moi. Comment je fais pour prendre cette décision ? Pour prendre cette décision, il faut que j'arrive à en parler à des personnes autour de moi qui me connaissent bien. Et qui vont me rassurer dans cette démarche. Et ensuite, au travers de cette expérience qu'on me propose, de quelle manière ça pourrait me projeter autre chose. Donc, comment j'ai fait ? Je me suis dit la chose suivante. Que c'était quelque chose que j'avais déjà fait, que je changeais juste de dimension, et qu'au travers de cette expérience, parce que c'est quand même ma vie qui fonctionne de cette manière, j'allais développer des capacités et donc des apprentissages complémentaires. Et développer des apprentissages, tu ne peux le faire que quand tu es dans des contextes nouveaux. C'est ce qu'on fait tous, en fait. Oui. Et à partir du moment où je l'ai abordé de cette manière, du coup, mon cerveau s'est orienté un peu différemment. Et maintenant, je travaille, en fait, sur ce projet, comment m'y préparant. Donc, je l'ai planifié. J'ai planifié les compétences que je devais développer pour y arriver. Et plus je me prépare, plus je développe les compétences cognitives et physiologiques, physiques, mieux je me sens au niveau émotionnel. Donc, c'est juste un travail de préparation. Donc, contourner sa peur. La peur est une émotion. Derrière toutes les émotions, il y a un besoin. Et derrière l'émotion de peur, il y a le besoin d'être rassuré. Et j'amène de la sécurité à ma peur. Et mon cerveau me dit, tous les jours, un petit peu plus, ah ouais, ça paraît sympa le truc. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être en stress le jour où je vais... Bien sûr. Parce que le stress, c'est quelque chose de naturel. C'est en gros une accélération du rythme cardiaque. C'est ton cerveau qui te dit que dans ce que tu es en train d'imaginer ou de vivre, il y a un danger. Que le danger soit réel ou imaginaire, parce qu'il ne fait pas la différence. Ensuite, réguler son stress et son anxiété, c'est dire à ton cerveau, en fait, il n'y a pas de danger. Tu me racontes des histoires, d'accord ? Et ça va se faire par plein de techniques. Donc voilà, donc tu vois, c'est ça. Ou de la même manière, on m'a proposé d'écrire un livre sur une autobiographie sur mon parcours. Je suis beaucoup sur les réseaux, mais sur les réseaux, je ne parle jamais de moi, de ma vie privée. Je parle... et souvent, il y a des journalistes en interview qui me disent « mais tu ne parles jamais de toi ». Je dis « ouais, parce que je considère que ma vie n'intéresse pas les gens ». Et on m'a challengé aussi par rapport à ça. Mais encore une fois, il y a une peur derrière ça. Ouais. La peur d'être exposé, la peur du regard des autres, tu vois, c'est toujours ça en fait. Donc à un moment donné, pour franchir des caps, tu ne peux les franchir, les caps, en tout cas c'est ce que je crois, c'est qu'une croyance qui est personnelle, qu'à partir du moment où tu es dans un environnement qui va te permettre de te sécuriser. Sécuriser ton environnement interne, tes pensées, tes émotions, et ensuite l'environnement externe. Quand tu arrives à faire ça, donc si tu es relativement bien accompagné, normalement dans ta vie, tu vas arriver à franchir les étapes que tu as envie de franchir. Mais ce qui est marrant, c'est que tu me disais, en fait, tu accompagnes des gens quotidiennement, mais c'est aussi que toi, tu as accompagné, en fait. Tu te fais aussi moi, je suis accompagné. Mais moi, je pars d'un principe suivant. Ouais. C'est que tu peux pas vendre un truc que tu n'as pas. À part peut-être dans l'immobilier. Oui, non, c'est clair. On va pas inventer quelque chose. Ça peut être qu'on le mettra pas, d'accord. Mais tu peux pas vendre de la confiance en toi, de la confiance en soi, si toi-même, en fait, t'en as pas suffisamment. Ouais. Donc, tu vois, moi, en formation, les gens, quand je vais proposer une formation sur la confiance en soi, là, j'en démarre une en décembre sur l'estime de soi. Les gens, ce qu'ils perçoivent de moi, c'est qu'a priori, j'ai confiance en moi. Ah, c'est clair, c'est ce que tu dégages, en tout cas. Voilà. Mais après, quand ils vont me voir en formation, que je vais décrire mon parcours et ce que je vis au quotidien,
ils vont vite comprendre qu'en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose que je développe au quotidien. La confiance en soi, c'est la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est ma capacité à me dire que je vais trouver des solutions. Mais des fois, je trouve des solutions et des fois pas. Voilà. Mais ça s'appelle la vie, en fait. Oui, c'est ça. Mais vendre une formation ou proposer une formation sur l'estime de soi ou la confiance en soi, ça veut dire que toi-même, déjà, tu travailles sur la thématique depuis longtemps, donc tu connais précisément la thématique et tu vas pouvoir alimenter au travers de la formation que tu donnes ce que toi, déjà, tu as vécu à titre perso et ce que tu as vécu avec d'autres personnes que tu accompagnes. Que ce soit dans le sport de haut niveau, le milieu entrepreneurial, des domaines plus privés. Là, j'ai fait un podcast samedi dernier avec une jeune fille que j'ai accompagnée pendant 2 ans, qui a souffert pendant 7 ans d'anorexie sévère, jusqu'à être internée en hôpital psychiatrique, où les psychiatres lui disaient qu'elle n'allait pas s'en sortir, tu vois. Aujourd'hui, elle est épanouie, tout va bien. Donc ça va jusque-là, alors qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle. Je l'avais connue, moi, il y a 2 ans, elle était venue sur une de mes formations sur la confiance en soi. Voilà, parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et donc, voilà, 2 ans d'accompagnement, petit à petit. Aujourd'hui, tout va bien, quoi. Je trouve ça génial, moi, d'accompagner et de rendre les gens, du coup, et maintenant, on a fait ce podcast, parce que l'idée du podcast, c'est qu'elle parle de son parcours et qu'elle-même devienne, en fait, une personne inspirante pour d'autres. En tout cas, merci beaucoup pour, merci à toi, pour tous ces conseils. C'était super. Et puis, merci d'être venu. Puis, je vous souhaite plein de réussite et plein de bonheur. Moi aussi, je te souhaite plein de réussite, plein de bonheur, et à toute l'équipe. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous questionnez sur votre vie professionnelle, Objectif Reconversion propose des bilans de compétences et des formations pour vous aider à concrétiser vos projets. Parce que vous faire rayonner est notre seul objectif. Vous trouverez tous les liens en description et si l'épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite pour un nouvel épisode.